Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan culturel du mois de janvier 2021. On a été obligé une fois de plus de faire avec les ressources numériques qui nous étaient données. Je vais commencer tout de suite avec les films. J'ai vu Marie Shelley, qui est du coup une sorte de biopic inspiré de la vie de Marie Shelley, ou du moins qui retrace sa jeunesse, jusqu'à l'écriture et le contexte d'écriture de Frankenstein, que je n'ai pas lu, mais que j'ai et que je veux lire depuis très longtemps. J'ai beaucoup aimé l'esthétique, très Dark Academia, on est dans des cimetières. Il me semble que c'est Elle Fanning qui est la protagoniste principale. Je trouve qu'elle joue très bien. J'ai beaucoup aimé l'esthétique historique qu'il y avait dedans. Très sombre. C'est pas un grand film, mais c'est un film où on passe un bon moment. Ensuite, j'ai vu La Belle Époque de Nicolas Bedos. On avait beaucoup entendu parler quand il était sorti. La Belle Époque, ça va être l'histoire d'un homme qui est en fin de relation avec sa femme. Leur couple commence à être vain et je pense que c'est surtout un couple qui se refuse à se dire qu'ils n'ont plus rien à faire ensemble. Et son fils a un ami qui a créé une start-up où plusieurs acteurs et actrices viennent pour rejouer les scènes du passé des personnes qui le désirent, qui souscrivent à une option dans cette boîte. Et c'est ce que le personnage va faire. Eux vont rejouer et lui va pouvoir revivre le moment où il a rencontré sa compagne. J'ai beaucoup aimé l'esthétique, c'est très onirique, c'est burlesque dans un sens. Il y a cette double temporalité, on sait que c'est pas une réelle double temporalité, c'est un film à l'intérieur d'un film entre guillemets. C'est une histoire à l'intérieur d'une histoire et les enchevêtrements l'un dans l'autre étaient hyper bien amenés, je trouve. Étonnamment, Daniel Auteuil m'a plu là où dans pas mal de films précédents, et je pense que c'est aussi dû à plusieurs préconçus de ma part, c'était pas le cas. J'avoue que l'un des seuls films où je l'avais apprécié, c'était dans La Reine Margot avec Isabelle Adjani. Mais ici, je trouve qu'il réussit très très bien. En recherche du passé, dans la nostalgie constante, il n'a pas ce côté un petit peu potache que je peux lui reprocher. J'ai vu Les Éblouis, qui est un film avec Camille Cotin. J'ai lancé ce film sans réellement m'attendre à grand chose. Et j'ai été extrêmement surprise et dans le bon sens. On va suivre l'histoire d'une secte en France et d'une famille qui se détruit à cause de ça, d'une enfant qui est obligée de s'infliger toutes les règles que cette secte lui adjoint. Ses parents sont religieux, ils se remettent à pratiquer au fur et à mesure et ils arrivent dans une petite ville où il y a un prêtre qui régit tout. Et c'est voir comment ils sont totalement matrixés pour arriver à être vraiment intégrés dans ce cercle hyper restreint. C'est à la fois oppressant et c'est très révélateur d'un système qui est vraiment tu en France. On en parle beaucoup aux États-Unis, mais on en parle très peu dans notre pays, alors que maintenant les témoins de Jéhovah sont reconnus comme une réelle religion. Et là, c'était pas les témoins de Jéhovah, mais c'était quand même très très proche. Vraiment, j'ai trouvé qu'il était très très bien réalisé, qu'il était poignant, pas tant dans l'esthétique mais dans le propos, dans ce que c'est de grandir dans ces conditions. En plus, il me semble que c'est une réalisatrice et qu'elle a tiré ça de sa propre histoire. Je ne peux que vous inciter à le voir et j'avais jamais entendu parler de ce film avant de le voir sur Canal et étant donné que c'était Camille Cotin qui est dedans, c'est l'une des seules choses qui m'a incité à le regarder. Au passage, elle a un rôle
dramatique, qui se détache totalement des rôles dans lesquels on l'a vu précédemment et ça lui va très bien et j'espère qu'elle va continuer dans cette voie à l'avenir parce que avoir un rôle beaucoup plus sérieux, avec beaucoup plus de gravité, ça lui réussit vraiment. Je vais vous parler de mon coup de cœur de ce mois et je pense que c'est vraiment devenu l'un de mes films préférés, qui est un film de Claude Sautet réalisé en 72 avec Romy Schneider, César et Rosalie. On va suivre Rosalie, qui est une trentenaire, qui fait quand même bien référence à la figure de Madame Bovary. On est sur un triangle amoureux entre un homme qui est très aisé et un artiste. Et Rosalie est entre les deux. Elle oscille entre ces deux amours, entre ces deux relations, sachant que David est son amour de jeunesse qu'elle a retrouvé et avec qui elle veut continuer cette histoire. C'est un jeu de chassé-croisé, c'est un jeu où finalement César est beaucoup plus âgé qu'elle. On retrouve cette esthétique que j'aime tant avec cette idée d'enquête mais au sein d'un couple avec cette esthétique toujours et Romy Schneider qui est sublime, simplement sublime, pas tant parce qu'elle l'est physiquement parlant mais elle a une aura, elle a une présence, une puissance. Il est sur Netflix. Ils ont mis tout un catalogue de films de Claude Sautet. Et il était mais tellement bien, je m'attendais pas à ça. J'ai vu Les Choses de la vie ce mois-ci également, que je pensais beaucoup plus aimer. Et ce n'était pas du tout le cas. J'ai largement préféré César et Rosalie, que je vous incite à voir incessamment sous peu. Après, j'ai vu d'autres films et je vais pas en parler plus longuement. Juste point négatif, j'ai vu l'adaptation du coup de Suspiria de 2020 ou 2019. Ne faites plus ça. Tous les autres films que j'ai vus ce mois-ci seront en barre d'infos comme d'habitude. Je passe aux séries. J'ai regardé premièrement Unorthodox, qui est une série Netflix. On en a énormément parlé à sa sortie, je pense que j'ai pas besoin de faire un énorme résumé. C'est l'histoire d'une jeune fille qui va devoir quitter New York parce qu'elle est de religion juive et qu'elle est dans une église, une communauté très sectaire, très enfermante, très englobante et elle va pouvoir se rendre à Berlin sur les traces de sa mère. Donc c'est adapté d'un livre témoignage. C'est une mini-série en 4 épisodes d'1 heure. Ça se regarde très vite et c'est très bien réalisé. C'est une plongée totale dans ce parcours-là, dans sa découverte de la jeunesse et de tout ce qu'on lui a refusé toute sa vie, de toutes les règles qui lui sont imposées, comme pour les éblouis dont j'ai parlé plus tôt. C'est vraiment cette société englobante et ce prisme qu'on donne, ces préconçus dans lesquels on éduque les enfants qui sont dans ces cercles-ci. C'est une quête de liberté, c'est une quête d'identité. Elle était vraiment très très bien. J'ai pas grand chose d'autre à en dire. Là encore, une série Netflix qui était Unbelievable, qui revient également sur une histoire vraie qui a eu lieu aux États-Unis, sur une jeune fille qui a porté plainte pour viol. On a refusé de lui donner vérité parce que soi-disant il n'y avait pas assez de preuves. Et plusieurs années plus tard, des enquêtrices se rendent compte qu'il y a énormément de choses qui ont été tues et que le viol dont elle a été victime ressemble étonnamment à une autre série de viols qui ont eu lieu dans les États avoisinants. Et elles vont mener toute l'enquête autour de ces crimes-ci. C'est dur, c'est très très dur, donc trigger warning, effectivement il y a du viol, des violences sexuelles en règle générale, des violences psychologiques. Et c'est aussi voir comment tout ça se joue, tout ça c'est fait. J'ai regardé également Paris, etc., qui est une série française où on va suivre plusieurs parcours de femmes dans la capitale, donc à Paris. Il y a une jeune fille qui monte pour son stage, qui va découvrir aussi tout ce que c'est d'être jeune en étant
là-bas. Il y a une femme qui a encore une relation avec son mari, mais ils vivent pas dans le même appartement. En tout cas, ce sont des parcours qui se croisent les uns à côté des autres, qui se retrouvent aussi pour certains. C'était pas une grande série, maintenant ça s'est très bien regardé. Les personnages sont toutefois détestables, vraiment antipathiques. Je me rappelle plus du nom de l'actrice en question, mais il y en a une tout particulièrement dont le personnage est insupportable. Ça se comprend au fur et à mesure du temps. Je crois qu'il y a une prochaine saison qui est déjà prévue. Ça m'a fait plaisir de revoir Paris, de revoir Paris aussi sans que tout ne soit fermé. J'ai regardé 2 séries de Arte. La première, c'est une série documentaire sur les élèves de l'Opéra de Paris, leur parcours a posteriori, tout ce que c'est aussi d'être dans cette institution, d'être élève là-bas et comment ça permet d'évoluer et de se regarder aussi en conséquence. Il y a des élèves qui viennent de partout dans le monde. C'était vraiment chouette que de s'introduire dans ce secteur-là avec le prisme de l'intérieur. On voit aussi ceux qui réussissent, ceux qui ne réussissent pas, et est-ce que vraiment réussir à devenir petit rat, à devenir la coqueluche, la figure, est-ce que le destin qui est donné à ces personnes en réussissant entre guillemets, il est bon, il est salvateur, est-ce que c'est vraiment une fin en soi, est-ce que il n'y en a pas justement qui s'y retrouvent davantage en faisant d'autres choses a posteriori. Et après, j'ai regardé le documentaire Seul au musée qui a été tourné pendant la crise sanitaire et on a droit à la redécouverte d'œuvres connues ou moins connues, au parcours et à l'histoire de ces tableaux, de ces sculptures, du fait d'être à l'intérieur d'un musée seul, sans le monde, sans la foule, et c'est très perturbant et à la fois c'est très beau, ça satisfait tout mon goût de l'esthétique. Là encore sur Arte, je vous invite à le regarder. Je passe aux chaînes YouTube et il y en a pas mal. Je commence avec la chaîne em.bns qui fait de la photographie. Donc elle est à Paris, elle est parisienne, elle est en fac de lettres et elle fait des vlogs, des bilans culturels, des vidéos sur ses artistes préférés. Elle parle énormément de photos et elle fait des studio vlogs sur la photo. J'en avais jamais vu avant. Hyper plaisant, elle me repose de ouf et elle me donne de l'entrain. Donc je vous invite à la regarder. En plus elle a un compte justement où elle partage tous les shoots qu'elle propose, qu'elle fait. Et c'est vraiment chouette de rentrer à l'intérieur de son travail et de tout ce processus de création parce qu'elle fait aussi des vidéos shooting où elle explique un petit peu quel est son processus créatif, etc. Je vais vous parler de Hors Rayon Sun. Cette meuf, elle me régale à chaque fois. Donc elle est étudiante à Paris, une fois de plus. Elle est en master en école de communication. Et elle fait des vidéos, mais de tout et de rien. La dernière vidéo qu'elle a postée, c'était une playlist, mais elle peut aussi faire une vidéo sur... Elle change de coupe de cheveux. Elle a un compte Instagram, mais chacune de ses stories, je suis mais au sol. Elle transmet tellement de bonnes choses. Elle parle de friperie également. Vraiment, c'est ta copine. En plus, elle est trop gentille, genre... On a vite fait parler en DM, mais vraiment elle est drôle sur toute la ligne. Si vous allez pas bien, si vous voulez passer un bon moment, juste allez regarder ses vidéos. Je vous parle d'une autre chaîne que je suis depuis quand même assez longtemps, je pense. C'est la chaîne de So Beauty, donc Salomé, que j'ai redécouverte en fait parce que elle a participé au podcast Nos Avenirs qui est créé par Mathilde. Et j'ai écouté son épisode et ça m'a permis d'en savoir davantage sur elle, vraiment pour le coup, parce qu'elle partage beaucoup de sa vie. Mais là, on a vraiment une discussion avec elle autour de ce qui l'intéresse évidemment, mais beaucoup plus en profondeur. Et les vidéos qu'elle a postées à la suite, elles ont fait que confirmer
ce que j'avais ressenti, elle a repris l'écriture et tout ce qui tourne autour, donc ça m'intéresse encore plus parce que en ce moment c'est également mon cas. Elle transmet quelque chose qui fait du bien en fait. Je regarde ses vidéos et c'est là encore un apaisement. De toute façon normalement j'en aurais parlé dans le vlog que j'aurais posté juste avant, mais là encore je trouve que son contenu est d'autant plus en train de s'upgrader. Elle montre davantage en fait qui elle est à mon sens, et ça fait vraiment du bien. Si vous entendez de la musique, ce sont mes voisins. Je crois que mon voisin joue du saxophone. Je vais d'abord vous parler de l'IGTV de Style et Isa, qui a une chaîne YouTube où elle poste plus trop. Par contre, elle est relativement active sur Instagram. Elle a 2 comptes personnels où elle met des photos notamment de voyage. Elle a fait une IGTV avec 5 web-séries courtes du coup, souvent françaises, pas toujours. Elle a un beau travail de montage, elle m'a fait découvrir aussi des programmes mais dont j'avais jamais entendu parler. C'est hyper original, toutes ses recommandations en règle générale, de toute façon, elles sont très qualitatives. Elle est vraiment passionnée de cinéma et son autre compte est vraiment destiné à ça. Je vous encourage à aller la suivre, que ça soit pour ses engagements, pour ses recommandations, pour l'esthétique de son compte également. Et je passe à 2 chaînes YouTube sur la littérature. Je passe en premier à la chaîne de Margot Rito qui était davantage sur Instagram avant et elle s'est lancée au début du mois de janvier je crois sur YouTube et je trouve que son contenu est très qualitatif. Elle a des lectures très variée. Elle sait parler des ouvrages qu'elle lit et ça fait du bien. En plus, ça m'a fait rire. Elle a lu un livre des mêmes auteurs et autrices qu'un dont je vais vous parler là. J'ai trouvé ça cocasse. Elle a posté que 4 vidéos à l'heure actuelle, mais elle a déjà proposé un contenu qui est hyper plaisant à regarder. Donc allez la soutenir si vous ne la suivez pas encore. Et je vais vous parler d'une chaîne coup de cœur également. J'ai fait de belles découvertes ce mois-ci finalement. C'est celle de Solinda Soul, qui est nancéenne. Elle parle d'écriture, elle parle de lecture également, elle parle de s'aimer. Ses vidéos, c'est de la poésie. Et même son compte Instagram, parce que je l'ai suivi après, elle lit beaucoup de classiques, mais elle lit également de la littérature étrangère et de la littérature étrangère très variée. On a des goûts assez similaires, donc si vous aimez ce que je peux vous proposer en règle générale, je pense que vous aimerez également son contenu. Vraiment, c'est un apaisement. Elle a parlé aussi d'écriture. Dans la même foulée en fait que Salomé, j'ai dû voir des vidéos qu'elles ont postées toutes les deux à la suite ou quelque chose comme ça. Ça m'a fait tellement de bien et je me suis dit mais pourquoi tu ne reprends pas, pourquoi tu ne te remets pas réellement à écrire comme tu aimerais? Et elles m'ont incité à ça. Je vous invite vraiment à aller regarder tout ça. Et je vous parle juste d'un compte Instagram que j'ai découvert grâce à une vidéo de Vogue qui est celui de Nina Kolchiskaya qui fait des croquis, des dessins, qui travaille à la gouache et à l'aquarelle. Et elle fait des peintures qui ressemblent énormément à Cocteau et à l'univers de Cocteau, de Man Ray et de Picasso, tous leurs croquis en fait. C'est une esthétique très douce avec des couleurs pastel en règle générale. Elle met énormément de photos de son atelier. Ça me fait un petit peu rêver que de voir un atelier d'artiste comme ça et de l'avoir créé, de l'avoir partagé son contenu. Ensuite, je vais vous parler du seul artiste de ce mois-ci au niveau musique, Cosmopike. Je connaissais déjà l'une de ses musiques, mais là je me suis refait tous ses EP parce qu'il n'a pas encore sorti d'album. Si vous aimez par exemple Rex Orange County et ce type d'univers très indé, c'est juste parfait, ça te met dans un good mood, c'est entraînant, t'as vraiment l'impression que le soleil arrive quand tu écoutes ce genre de musique. Je vous mettrai de toute façon sa chaîne YouTube en barre d'infos je pense. D'autant plus que là il a sorti un nouvel EP le 18
Et la couverture est hyper belle, soit dit en passant. Je fais la transition entre tout ce contenu et la littérature. Et je vais vous parler du podcast de France Culture Fiction sur les années de Annie Ernaux que j'ai écouté. Annie Ernaux, du coup, j'avais déjà lu 2 livres qu'elle avait écrits. Je restais quand même relativement mitigée sur ce qu'elle avait fait. Et là, c'était une série de 10 épisodes qui adaptait les années. C'est quelque chose que France Culture a déjà fait par le passé. Moi, j'avais déjà écouté le procès de Kafka notamment, mais ils ont fait énormément d'autres œuvres classiques ou non dans ce format. Et là, j'ai écouté les années et c'était vraiment hyper plaisant. J'ai adoré ce que racontait Annie Ernaux. J'ai adoré qu'elle explique aussi toute sa construction de femme au fur et à mesure, avec ses amis, avec sa mère notamment, son amour, sa relation à la sexualité, sa relation à son corps, à elle-même. Si vous n'avez pas nécessairement envie de lire les années, mais que vous êtes un peu intrigué par ce qu'elle propose, je pense que c'est une bonne solution pour toucher à l'écriture de Annie Ernaux d'une façon différente. En tout cas, personnellement, j'ai beaucoup aimé. J'ai oublié de parler au niveau musique, de mon nouveau vinyle qu'on m'a offert pour mon anniversaire, mais qui est arrivé que là. C'est l'album Earth to Doha de Hills, que je connaissais entre guillemets comme groupe, mais je l'écoutais pas régulièrement. 3 ans, j'étais tombée sur une de leurs compiles et je l'écoutais en boucle, mais sans me rappeler nécessairement du groupe. Et là, mes parents m'ont offert ça un peu au hasard, en se disant ça va sûrement lui plaire, et c'est le cas. Le groupe est vraiment chouette et ils avaient fait une musique qui est devenue l'une des musiques qui est dans Shrek 2, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est I Need Some Sleep. Donc vous avez sûrement déjà dû entendre ce qu'ils font, sans vraiment savoir que c'était ce groupe-ci. Et donc niveau littérature, j'ai lu pas mal de graphiques, mais j'ai commencé le mois avec Truffaut et Le plaisir des yeux. Truffaut revient sur son expérience de cinéaste, sur sa vie, sur son œuvre, sur comment il a décidé de réaliser aussi ses films, mais aussi toutes les personnes qui l'ont influencé, que ce soit au niveau du cinéma, au niveau des arts, au niveau de la littérature, et on a droit vraiment à un panel de ses inspirations qui à mon avis est beaucoup moins développé que dans l'autre livre de la collection Chant Art de Gallimard qui est Les films de ma vie, mais ça donne déjà une idée de tout ce qui a pu l'inciter à créer. Après, moi j'ai plus pioché dedans de temps en temps avec les choses qui pouvaient m'intéresser. Je suis pas sûre qu'on lise ce livre de façon linéaire. En tout cas, si vous êtes intéressé par la nouvelle vague et par le cinéma de Truffaut, peut-être que vous saurez vous y retrouver là-dedans. J'ai continué en lisant Moss, le tome 2, qui est une bande dessinée, donc vous avez dû la voir à mon avis. C'est celle avec des souris, et donc on revient sur la vie du père du BDiste et de l'écrivain, père qui a été dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, qui était juif, et on a droit aussi à tout ce travail d'historien que mène l'auteur, le père qui est en train de perdre la mémoire, qui est en train de vieillir tout simplement, et ce fils qui essaye de recoller les morceaux au fur et à mesure aussi, et la difficulté que c'est que de revoir tout ça maintenant pour tout réassembler. J'ai pas été spécialement emballée tout au long de ma lecture, j'avoue que c'est dur. Ce sont pas des lignes à proprement parler, mais on voit l'horreur des camps. Ça revient vraiment sur cette période avec un récit de vie. C'est une façon nouvelle de l'aborder que dans un format BD. Ensuite, j'ai lu un livre de Stefan Zweig qui s'appelle Voyage dans le passé. Stefan Zweig va nous conter l'histoire d'un homme et d'une femme qui s'aiment et qui sont entre des parcours communs et éloignés, sur des routes, des trains, sur des retrouvailles et sur une absence longue, très longue, et ce besoin de se retrouver et à la fois cette difficulté à se dire est-ce que je change de vie ou non. La plume de Stefan Zweig était sublime, hyper empreinte de poésie. Je connaissais pas ce livre-ci de lui et je l'ai trouvé vraiment par hasard à Oxfam. Je l'ai pris parce que c'était Stefan Zweig
et que la couverture était vraiment belle. J'ai clairement pas été déçue. C'est pas l'une de ses œuvres les plus connues. Pourtant, ça a relevé le défi. Il a quelque chose de très onirique, de très atmosphérique, empreint de la pesanteur du temps et à la fois totalement en dehors de la chronologie. J'ai lu Fille de Camille Laurence, dont j'ai déjà parlé dans un vlog précédemment. On va suivre les histoires d'une fille qui a subi l'inceste. C'est une fois de plus retentissant avec tout ce qui se passe en ce moment. Au-delà de son histoire incestueuse et ce qui a fait que ça l'a formée en tant qu'adulte, en tant que femme, il y a aussi le fait d'être sociabilisée en tant que fille. Avant de devenir une femme, elle est fille. C'est toutes les injonctions, tout ce qu'elle s'est refusée, mais parce qu'elle a pas eu conscience qu'elle pouvait finalement se les accorder, toutes les différenciations qui sont faites en règle générale. J'en ai quand même parlé plus amplement dans mon vlog, donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller le regarder. Au niveau de ce que j'ai aimé, c'est un récit poignant. Je l'ai déjà évoqué, mais le premier chapitre de la première partie m'a vraiment déplu et j'ai cru que ça allait pas m'entraîner dedans. C'était aussi pendant une période où j'étais pas mal occupée, donc ça m'a pas laissé m'en imprégner totalement. C'est un livre qui est important, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Il fait partie de la rentrée littéraire très qualitative. Si vous êtes intrigué par son contenu, je pense que vous pouvez vous y plonger. Vous trouverez sûrement votre compte. Je vais parler du coup de Sociologie de la bourgeoisie que j'ai lu pour un examen qui est du couple Pinson-Charlot. C'est simple, c'est un ouvrage très court qui va revenir sur la société bourgeoise, parfois aristocratique, et sur tous les systèmes, notamment celui des rallyes, celui de la place des sports, des arts, de la culture, de l'environnement. C'est de la sociologie, mais c'est tout de même relativement abordable. Une fois de plus, c'est un livre qui est très court, qui doit faire 100 pages, quelque chose comme ça. Ça permet aussi de voir un petit peu toutes les règles, toutes les normes qu'il y a dans ces classes sociales-là, ce qui me fait rire à la fois et ce qui m'horripile. J'en ai parlé également, mais dans le cadre du club de lecture de Behemoth Moth. J'ai lu Leçons de psychologie en 6h15, que j'ai trouvé très ardu pour le coup à lire, qui là encore était pas très long. J'y ai pas spécialement pris goût, et je pense que c'est parce que j'étais pas du tout aguerrie sur la question. Là où je voulais combler mes lacunes, ça n'a pas forcément été le cas, et je me suis un peu sentie bête face à ça. Après, il y a des pensées des auteurs et des autrices à la fin du livre, mais est-ce que ça m'a éclairée ? Pas spécialement. Par exemple, les philosophes dont je connaissais déjà les idées, ça m'a permis de faire une piqûre de rappel. Mais sinon, pour ceux et celles que je ne connaissais pas, ça n'a pas forcément été d'autant plus éclairant. Après, je vous parle d'un roman graphique que je n'ai pas arrêté de plébisciter partout. Je l'ai même pris en sujet dans le cadre de mes cours. C'est Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff. Ça revient sur la vie de Anaïs Nin. Les dessins sont sublimes, de couleurs pastel. Je pense qu'elle a tout fait au crayon aquarelle, du moins au crayon de couleur. Et au niveau esthétique, ça ressemble quand même un peu à Radium Girl. Mais il y a cette alternance entre les images très sombres et les images très claires, les tons très clairs. C'est d'une beauté assez incroyable. Elle m'a laissé devenir totalement intriguée avec la figure de Anaïs Nin. Et là, actuellement, j'ai 3 ouvrages de Anaïs Nin. J'espère que je vais aimer son écriture autant que j'ai aimé l'histoire qui m'a été contée, parce que sinon ça va être un petit peu embêtant. En tout cas, elle sert très bien son propos. Elle a fait plusieurs podcasts à ce sujet à propos du livre. Et si vous l'avez aimé, vous pouvez aller l'écouter parce que ça offre aussi une explication sur toute la représentation qu'elle se fait de Anaïs Nin, comment elle l'a retranscrite et quel choix elle a décidé au niveau éditorial. J'ai lu Le bal des folles de Victoria Mass, qui revient sur des femmes qui ont été internées à la Salpêtrière fin 19e, femmes qui ont été internées par leur famille parce que soi-disant elles avaient des démences, parce qu'elles étaient hystériques pour certaines. Et on va suivre le parcours d'une en particulier
et elle a été enfermée parce que soi-disant elle entendait son grand-père lui parler. On la considère tout de suite comme folle et on voit aussi à quel point elle a rien à faire là-bas et qu'une bonne partie des personnes enfermées sont pas nécessairement démentes. Et ça revient vraiment sur la condition des femmes à cette époque-là, sur l'oppression en règle générale. En fait, c'est à mon sens la reprise d'un fait historique pour donner une idée dystopique de la condition des femmes à l'heure actuelle. Je sais pas si je suis claire, mais en tout cas je l'ai vraiment vu comme ça. Après, j'ai pas été hyper emballée, je sais pas, l'écriture m'a pas entraînée. Ça se lisait quand même relativement bien. C'est un livre qui m'a été beaucoup recommandé précédemment, donc je pense que c'est ça aussi qui a fait que ma lecture était pas si impactante. Ça n'en fait pas un moins bon livre pour autant. Je parle de deux ouvrages. Celui que j'ai réellement lu, c'est Hiroshima mon amour, qui est le scénario du film de Resnais qui a été écrit par Marguerite Duras, qui était une commande de la part de Resnais. Où on va suivre en gros une histoire d'amour entre elle et lui. Du coup, c'est comme ça que le scénario retrace l'histoire. C'est une adaptation de L'amant de la Chine du Nord, il me semble. Là, pour le coup, Duras, elle m'a plu et je trouve qu'elle avait des phrases relativement belles. Après, je suis vraiment pas une de ses fans en règle générale, mais j'ai trouvé des qualités dans son écriture. J'ai pas trouvé que l'histoire d'amour soit équilibrée parce que j'ai l'impression que Duras, elle a jamais eu des histoires d'amour relativement équilibrées. Ça m'a vraiment donné envie de voir le film. C'est assez intéressant de voir comment est construit en fait un scénario. J'avais déjà étudié ça quand j'étais au lycée, mais là, pour le coup, de voir un petit peu tout le processus de réalisation, entre guillemets, dans les didascalies, dans la réflexion, ça me donne une idée des scènes et je me demande comment je vais expérimenter le film quand je le verrai. Juste un tout dernier point qui est que j'ai oublié de vous parler durant le mois de décembre, mais je me suis replongée également pendant le mois de janvier, de Requiem de Anna Akhmatova, qui est un recueil de poèmes. Anna Akhmatova, poétesse russe, que je n'avais jamais lu. C'est sublime. Elle a une sensorialité, une sensualité dans ses mots, une tristesse, une nostalgie, une mélancolie, mais mélancolie au sens propre du terme, c'est-à-dire vraiment la mélancolie quasi dépressive maintenant. C'est vraiment sublime. Je ne peux que vous inciter à la lire si vous ne connaissez pas. J'en ai terminé avec le mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez aimer, laisser un commentaire, on peut discuter. Si vous avez des œuvres à me recommander, si vous avez des questions, c'est tout en dessous, en DM sur Instagram. Tous mes autres réseaux sociaux, les références, les infos, elles sont en dessous également. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Des bisous. Ciao.